Et oui, j'ai pris les couleurs. Bonjour les abonnés de la chaîne à notre chère Fiona, dont on pense tous les jours à elle, bien sûr. J'ai rougi parce que j'étais... et puis il y a la laine de bois aussi, alors ça irrite un peu le visage. Du coup, de la poussière. Et donc je me suis mis au courant d'air, comme ça au moins ça vole un peu mieux. Et puis bon, de bosser à l'air aussi... on bronze, on a bien rougi. Donc la maison avance à grands pas. On a rattrapé notre retard de cet hiver avec les intempéries et franchement, vous allez voir, là on a attaqué le vif du sujet. Donc là je suis dans l'isolation, donc c'est à moi de jouer puisque j'avais dit que je ferais l'isolation. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'une entreprise la fasse, parce que souvent les entreprises sont pas formées, donc ils laissent des trous dans les panneaux et après ça fait des ponts thermiques. Et tout additionné, ben après on a une maison qui est pas performante. Parce que là, on aura une maison passive. Donc une maison passive, c'est une maison en fait qui n'a pas besoin normalement de chauffage ou très peu de chauffage. Donc ça sera juste moi en régulation, c'est-à-dire les jours où il n'y a pas de soleil. Voilà, donc par exemple, s'il n'y a pas de soleil pendant 2 3 jours, eh bien la maison, et qu'il fait vraiment froid, là je serai obligé de chauffer. Donc on a prévu un poêle à granulés, justement, pour justement égaliser ces pics. Et puis normalement, les apports solaires, comme la maison, en fait, elle est orientée est, ouest et sud. Donc du coup, eh bien, en fait, les apports solaires vont suffire pour chauffer la maison. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Elle est prévue normalement, elle est prévue la maison pour 300 à 350 euros par an, pas par mois, de chauffage. Donc c'est très 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 peu. Et puis après, le but, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques. On a fait renforcer la charpente justement pour accueillir les panneaux photovoltaïques. Et puis après, mettre des batteries au lithium pour stocker l'électricité. Voilà ça ce que je voudrais faire. Et puis après, ben, on va essayer de travailler sur l'eau aussi pour pouvoir récupérer l'eau de pluie et la filtrer et la réutiliser à l'intérieur de la maison. Mais ça sera dans un temps plus futur. Pour le moment, il faut qu'on y habite, donc on part au plus vite, mais je suis fatigué parce que je travaille tous les jours et tout seul, ça avance. On a quand même bien atteint les objectifs qu'on s'était fixés, à savoir faire l'isolation en un peu plus de 15 jours, c'est ce qui se passe. On est pratiquement aux 2 tiers de l'isolation, il me reste plus qu'un tiers à faire. Donc ça, c'était l'isolation à l'intérieur de la structure et à l'extérieur. Et après, il y a encore un bardage qui va aller du côté du balcon, enfin de la terrasse, et de l'autre côté, ça sera un enduit de façade. Et après, il me reste toute l'isolation intérieure. Mais là, ça va plus vite parce que c'est que des panneaux qui s'empilent. Il y a moins de découpes qu'avec des panneaux bouffetés. Donc là, ça a été plus complexe, qu'il y avait énormément de découpes. Et donc, rentrer avec le panneau à l'intérieur. Alors, je regarde, j'ai ma montre. Du coup, elle me marque 13 000 pas dans la journée, je fais. Vous vous rendez compte? Avec les allers-retours pour aller prendre les côtes, repartir à la machine. Je vous ferai voir, je me suis fabriqué une machine aussi pour couper la laine de bois. Peut-être ça peut vous intéresser, vous qui faites une maison passive. Comme ça, je pourrais vous donner cette astuce. Je l'ai filmée et je vais vous la montrer. Voilà. Donc, une belle journée encore. Je suis fatigué, je suis cuit ce soir. Alors, le soir, je vais pas de vieux os et donc je mets pas longtemps à m'endormir, je peux vous dire. Et puis le matin, c'est reparti. Allez, hop, retransférer les outils, tout brancher et c'est reparti pour une journée. Voilà. Mais bon, Antoinette m'aide et tout, c'est bien. Voilà. Donc, elle en a un peu marre aussi parce qu'il y a de la poussière et elle aime pas la poussière. L'italienne n'aime pas la poussière, bien que ça soit tout propre, mais pour le moment, on est en plein chantier, donc c'est vrai que je me secoue, mais je ramène pas mal de poussière à la maison. Quelques petites nouvelles, donc je vous ai filmé bien sûr la nature, la maison, vous allez voir ça, et puis je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Gros bisous à toutes et à tous, je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui souffrent de maladies, et le Dieu que je sers, eh bien, il peut vous toucher. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Pâques.
Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser regarder la vidéo, puis on se retrouve de suite. Regardez ça, si c'est joli. Un petit pont en pierre, là, dans les gorges du Vizézy. Ah, on va remonter à gauche, là. Alors, regardez ce qui m'est arrivé. Regardez si c'est beau, je vous laisse déjà admirer le pont du Vizézy. Voilà, magnifique. Thierry, il est arrivé. On est deux, hein, les témoins. On y était avec une dame. Là, on arrive à une croix en pierre, comme il y a un peu de partout dans nos régions. Et la femme, je lui dis, vous êtes d'où? Elle me dit de la Colombie. Ah ben je lui dis, la Colombie je connais, je suis allé à Bogota, voir le réveil des églises de Colombie. C'est merveilleux. Et elle lui dit, est-ce que vous êtes malade? Elle me dit, oui, elle souffrait d'un problème mental. Je lui dis, écoutez, on va prier au nom de Jésus. J'ai prié pour elle. Elle me... Ah là, c'est super beau. Vous allez voir. Ah Thierry, c'est beau, hein? Ah, c'est un ancien village. Et là, il y a une petite chapelle au-dessus. C'est joli comme tout. Ah, avec des petites marches pour monter, mais ça grimpe pas. Ça fait pas semblant. Alors, là, on est en haut. La chapelle ici, c'est joli comme tout. Ah, petit coin, là, avec une table. Sympa. Sympa. Là, il y a le dauphin, qui est représentation, je pense, de l'emblème de Montbrison et du Dauphiné. Un comte du Dauphiné, je suppose. Voilà. Voilà. C'est bien joli. Petite table en haut. Là. Et ben là, on est à l'intérieur de la petite chapelle. Très joli, très mignon. Voilà. Bien. C'est austère. C'est joli. Voilà, on a marqué un petit mot, hein, normal, pour le marcheur qui passera, qui puisse être exhorté un peu. Regardez-moi si c'est joli cette petite rivière. C'est le Haut-Lignon. La truite du Haut-Lignon. C'est chouette comme tout avec un petit pont en pierre. Hein. Ça régale les yeux. Si, sur YouTube. Alors, voilà la charpente qui est en train de se monter. Il n'y a rien hier. Et là, ils ont bien bossé. Hein. Bravo. Ma fille et mon gendre vont être contents. Nickel. Et la tuile. Ça y est, on en arrive à pied d'œuvre. Les caissons sont en train de se monter. Donc là, d'habitude, on met l'OSB à l'extérieur. Moi, je l'ai mis à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, c'est pour la vapeur d'eau. Parce que je veux que la vapeur d'eau... Voilà. Donc, voilà le retour, là. Et puis, il y a les autres caissons, ils sont là. Bon, il y a le soleil, je vous ferai voir après. C'est pour que la vapeur d'eau puisse partir, migrer. Donc là, c'est l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Là, ça va être isolé, je vous ferai voir. Et la première chose que je suis en train de faire, là. Donc là, il y a 220 mm. Il va y avoir 220 mm de laine de bois. Et après, encore 60 mm de fibre de bois ici. Voilà. Alors, je vais vous faire voir que de l'autre côté, là, je suis en train de mettre, la première opération, c'est de mettre les pare-pluies sur les ouvertures. Alors, le soleil malheureusement. Donc là, j'ai mis le pare-pluie de chaque côté. Donc je l'ai retourné sur la façade, il va être retourné à l'intérieur. Après, je le soulève en fait et je mets le pare-pluie de dessous. Je coupe une petite entaille ici, là. Je mets le pare-pluie de dessous, je vais agrafer et après tout va être agrafé à l'intérieur. Et le haut du caisson, pareil. Donc là-haut, le haut du caisson, ce que vous voyez, c'est le volet roulant. Donc je vais faire, j'ai trouvé une technique que je me suis fait. Je vais mettre une planche, je vous ferai voir, pour mettre le caisson de volet roulant et qu'il soit protégé de l'humidité et puis du froid. Voilà. Donc là, je suis en train de remplir les appuis de fenêtre, les fenêtres, les ouvre. Voilà. Donc là, c'est la fenêtre de notre salle de bain. Voilà, pour bien dire. Allez. Donc l'agrafé, j'ai acheté une petite agrafeuse chez Lidl. J'en ai acheté deux parce qu'elles étaient pas chères. Et il y avait des agrafes. Les agrafes coûtaient 5 €. Agrafeuse 14. Donc j'en ai pris deux parce que j'ai dit au moins on peut agrafer à deux. Si j'ai un LED. Et du coup elles vont super bien. J'avais un gars qui s'en était servi. Et j'avais vu, il disait que elles sont bien. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des grosses agrafeuses à batterie. Vous la faites charger directement. Et franchement, elles sont légères et elles sont pratiques. Voilà. Donc si vous avez acheté une petite agrafeuse, ça agrafe jusqu'à du 10 mm de profondeur. Voilà. Voilà la première fenêtre de fait. Alors, on voit le caisson qui est pour le volet roulant. Voilà. Alors moi j'ai mis des volets roulants partout, hein, même les fenêtres de salle de bain. Je voulais que ma maison, parce que l'hiver quand il fait froid, comme c'est une maison passive, niveau passif, je voulais que la maison soit complètement fermée. Et donc là j'ai rajouté du scotch, je ne sais pas si vous voyez, dans les angles ici là. Voilà, j'ai remis un scotch
pour assurer vraiment l'étanchéité, que si jamais il y avait de l'eau, au moins ça coule pas sur le bois. Voilà, dans les 4 angles, un scotch, et ça y est. Là, la première baie est faite. Voilà, ça m'a donné le ton pour le reste, et j'ai vu ce qui allait et ce qui allait pas. Voilà, donc le LED qui est là, celui-ci, il est passé dessous. Voilà, je le coupe là et je le passe dessous et j'agrafe les deux. Voilà. Et là après, donc là après il y a la laine de bois qui va venir en 2 couches. J'ai préféré la faire en 2 couches parce que c'est de la 220. Si on la rentre d'un coup, ça va faire des gros blocs, ça va être dur à rentrer. Là je fais 120 et 100. Voilà, donc je vous ferai voir. J'ai fabriqué un système pour couper la laine de bois et j'ai acheté une machine spéciale pour couper aussi. J'espère que ça va faire. Ça y est, ça se monte, ça se monte, ça se monte. Là, toute l'ossature extérieure est posée. On voit bien les baies vitrées là-bas au fond. Et là, c'est le panneau intermédiaire. Panneau intermédiaire, ici. Et puis, il va se poser ici. C'est pour renforcer la structure. Essayez de ne pas tomber dans les... Allez, voilà, le reste. Voilà, notre chambre, la salle de bain, l'autre chambre. Et là, il y a une petite chambre aussi. Voilà, on voit bien les fenêtres. Ça y est, ça se découpe. Impeccable. Et voilà, charpentier, ça envoie du lourd. Hier il n'y avait rien et ce matin il y a presque les 3 quarts faits. Voilà. On se court. Ce soir, hors pluie. Impeccable. Super beau. Et en plus il y a le patron qui est là. Comment il s'appelle le patron? Prince. Hein? Prince. Tiens, il vient. Alors là, c'est les coffrets de volets roulants. Donc là, c'est l'intérieur. Et là, il va y avoir le coffret roulant. Donc moi, j'ai trouvé la solution technique. Comme j'avais 180, il fallait que je laisse pour le volet roulant. Du coup, j'ai pris une planche de 30. J'ai percé des trous ici. On va mettre des vis de 180 qui vont se fixer dans l'ossature. Ça va rigidifier. Je l'ai collé au mastic PU. Et du coup, j'ai mis une équerre de chaque côté. Et là, on a le coffret. Je vais le recouvrir maintenant par le pare-brise pour qu'il soit protégé. Voilà. Et donc, ça me permettra de faire venir mon lambris. Enfin, mon lambris. Parce que je vais mettre un bardage ici sur le côté terrasse. Du coup, ça me permettra de mettre ma laine de bois là-dedans, ma fibre de bois par-dessus. Et après, un lito. Et je vais mettre mon pare-pluie, le lito et le bardage. Voilà. Et donc, ça me permet de faire descendre le bardage ici. Et ça cache les volets roulants. Ils sont linéaires. Là, c'est en train de préparer les gouttières. Alors, impressionnant. Regardez la longueur. Donc, en fait, la machine qui est dans le camion, en fait, c'est une profileuse à gouttière. Et du coup, il n'y a pas de joint de dilatation. Mais comme les crochets sont libres, finalement, ça se dilate. C'est prévu. Alors, voilà la profileuse à gouttière. Et derrière, c'est un rouleau. On voit là-bas derrière. Vous voyez, il y a un rouleau. Et après, ça sort la gouttière comme ça. Voilà. Et ben, ça doit avoir un bras, la bête. Voilà. Donc maintenant c'est plus comme avant où on soudait avec de l'étain. Et ben ouais, sacré bécane. Voilà, donc on met un rouleau de la couleur qu'on veut et où sort une gouttière. Alors ils n'en font pas des multicolores maintenant, mais ça va pas être loin. Bientôt on va faire des gouttières comme le tissu, motif. De 7/10, ça passe dans la machine et après vous ressortez avec une gouttière de l'autre côté. Dans le camion il y a la machine et hop, voilà la gouttière. Et on va, voilà, je filme ma maison parce que c'est en train de bien avancer, ça va être sympa. Voilà, voilà, joli. La maison qui commence à se dessiner, la toiture commence à venir. Ça y est, on est presque au bout de la structure. Et puis on va, et après ils vont mettre les litos et puis le pare-pluie. Moi j'ai mis le pare-pluie autour des fenêtres. Et puis là, la grosse mission, c'est l'isolation. Hein, c'est du boulot. Ça a posé la laine de bois. Alors ici, en fait, on a 220 mm, donc je pose la 120, on voit, première couche de 120. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que les panneaux font 120 par 60, pas tout à fait. Et du coup, ils rentrent juste, ils font 58, ils rentrent juste, j'ai pris de la 58, ça rentre juste, et même pas besoin d'air coupé. Donc les 2 premiers panneaux, pas besoin d'air coupé. Il n'y a que le deuxième pour croiser les joints, pour pas que le joint tombe au même endroit. Voilà. Et là, après, je cours avec de la 100, voilà, dans l'alcôve. Ici, il y a des points singuliers à traiter parce que là, par exemple, j'ai bourré toutes les petites chutes que j'avais. Comme ça, ça évite de faire des pertes et d'aller à la déchetterie. Voilà, impeccable. Allez, on verra pour la deuxième phase. On fait toute la 100.
fois que j'ai posé les deux couches 100 et 120, 120 en premier, 100 après, et là je vais poser la fibre de bois. Donc là c'est beaucoup plus dense. Donc la fibre de bois, elle est rainurée, c'est des panneaux de 60. Donc je les spit au cloueur ici en attendant. Et après il y aura un lito qui va venir là et qui va prendre tout le long de la façade jusqu'en haut pour pouvoir poser le lambris. Mais il y aura un pare-pluie avant. Voilà, parce que ça craint la flotte. Donc il vaut mieux y mettre un pare-pluie et le pare-pluie va venir se retourner sur les embrasures ici. Et voilà ce que ça commence à donner. Et j'ai choisi la marque Semen. Donc là, ça y est, la fibre de bois est posée. Voilà. Et maintenant, on va mettre un pare-pluie pour protéger. C'est plus en sécurité. Si jamais il y a de l'eau et qu'elle gonfle, alors là, tout à refaire. Voilà, juste prêt à poser le lambris. Donc ça sera du bardage, plutôt pas du lambris mais du bardage ciment, imitation bois, couleur claire pour renvoyer la lumière. Donc je vous explique, j'ai mis le pare-pluie et je l'ai scotché, donc j'ai fait recouvrir le LED dessous et le LED dessus qui vient recouvrir le LED dessous, comme ça si l'eau coule ça rentre pas à l'intérieur. Un scotch, du coup j'ai retourné le pare-pluie ici puisqu'il va y avoir les embrasures, donc ça sera étanche. Et après j'ai fixé des litos, donc c'est des grosses vis Torx de 640 qui vont prendre le tasseau de 27, la laine de bois qui est là et il va les fixer dans l'ossature de 40 mm. Donc là je peux vous dire que ça bougera pas parce qu'il faut faire attention, comme c'est du bardage ciment, c'est assez comment dire, c'est très lourd, donc du coup faut faire attention, faut bien que ça tienne. Alors du coup il y a des entraxes qui sont pas hyper bons, bah, c'est la structure qui est comme ça, donc je rajouterai un double tasseau ici, voilà, tout simplement. On se débrouille comme on peut. Voilà ce que ça donne. Donc là bien sûr ça va être rangé, hein. Ça va être retourné ici, mais il me manque des vis ici pour fixer la contreface du volet roulant ici, voilà, en bois, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas retourné encore le pare-pluie. Voilà. Et la grille de dessous qui réceptionne la laine de bois. Allez, c'est parti pour le reste, on continue. Le chantier, et donc du coup, c'était pas super pour recouper la laine de bois. J'avais une scie circulaire plongeante, ça va bien, mais le problème, c'est qu'il fallait reprendre les panneaux en 2 fois, remettre la règle. Même si c'est une règle qui est un peu, comment dire, qui se pose et après on coupe direct avec un rail, mais c'était pas fameux. Donc j'ai trouvé une solution. Je vous montre. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. Parce que j'avais ça et le problème ça arrache, donc je vais la revendre. Ça arrache, la fibre elle est toute neuve. Voilà. Donc pour moi ça coupe, mais c'est pas ce que je veux parce que quand on coupe dans la longueur, il y a ça qui gêne. C'est pas fameux. Alors que là, regardez, j'ai fait un cadre en tasseau, tout simplement. Voilà, un cadre en tasseau. Mon partout. J'ai encastré la scie circulaire dessous. J'ai mis une cale ici pour maintenir le contact. Là, j'ai relié un interrupteur, tout simplement un interrupteur ici, comme ça je peux déclencher, démarrer ou arrêter directement. J'ai mis un côte plaqué pour être à la même hauteur à fleur du plateau de la scie circulaire. On voit la lame. J'ai trouvé une petite raille en alu. J'ai fixé 2 morceaux de tasseau. J'ai mis une réglette avec une graduation centimètre par centimètre. Là-bas, pareil, je mets ma pince des 2 côtés. Je pousse mon panneau. Attention, c'est dangereux. Il n'y a pas le couteau diviseur. Il n'y a pas de protection de lame. Donc, il faut pousser avec un tasseau tout doucement. Et mon panneau est coupé. Et pour les panneaux les plus épais, je le fais en 2 fois. On pouvait couper avec une lame de 80 jusqu'à 160 d'épaisseur. Voilà, tout simplement. Et c'est génial. Ça m'a coûté le prix du côte plaqué, 22 € et quelques bouts de tasseau. Allez, on va dire une trentaine d'euros. Vous avez une super scie pour couper la laine de bois. Voilà. Donc ça, c'est la partie. Il va y avoir du bardage ciment ici. Donc j'ai installé avec, comme je l'avais dit, 2 couches de fibre de bois. Une de 100 et une de 120, ce qui fait 220, plus 60 mm par-dessus pour croiser dans l'autre sens de fibre de bois. Donc laine de bois 120 et 100 et fibre de bois 60 mm. Après un pare-pluie, du scotch et les tasseaux qui vont recevoir. Ah, désolé, si ça se trouve. Voilà. Donc oui, le pare-pluie et après le scotch ici et les tasseaux. Et qui vont recevoir le bardage qui va venir horizontalement. C'est un bardage ciment que j'ai choisi parce qu'au moins il n'y a pas d'entretien. Les forgins ont été faits en haut et là on tourne la porte d'entrée, la porte de la chambre, la baie vitrée, voilà.
Après, là, ici, on aura le balcon. Ici, on tourne sur le balcon. Et là, on va avoir l'autre partie avec 2 baies vitrées, plein sud, ouest. Et puis après, je vais vous montrer l'autre partie parce qu'elle est différente. Donc, je fais une partie en bardage, parce que ça coûte assez cher. Et puis l'autre, ça sera un enduit. Voilà. On trouve la même chose. Donc là, on a mis les 2 couches de fibre de bois 120 et 100. Ici, on a la même chose. Sauf que là, on a toujours la fibre de bois. Mais elle est fixée avec des rosasses de 60 mm en plastique. Il y a un cache-vis qui vient cacher la tête de la vis pour pas qu'elle rouille. Et là, on aura un enduit. Donc un enduit spécial pour fibre de bois. Voilà. Donc cette façade, toutes les autres façades, elles seront enduites. Voilà. Donc là, je suis en train de la poser. Il faut y aller doucement. Et bien partir droit. Comme là, je suis bien parti droit. C'est bon. Impeccable. Alors, j'ai eu un commentaire assez négatif sur la foi chrétienne. Yeshua, ça les dérange les gens, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est que les gens n'ont pas étudié comme il faut les choses. Parce que quand on regarde, en fait, Jésus, il était complètement juif, tous les prophètes sont complètement juifs, et Jésus pratiquait les rites juifs. Donc, alors je dis pas de pratiquer les rites juifs, parce qu'on n'est pas juif, hein, c'est pas ça. Mais si on veut comprendre la parole de Dieu, il faut absolument la lire en hébreu ou se la faire interpréter en hébreu ou en grec pour pouvoir vraiment comprendre les racines de ce que Dieu a voulu dire. Parce que sinon, on s'éloigne, et c'est ce que les religions ont fait, ont utilisé et remplacé ce qu'on appelle la théorie du remplacement. Ça a été fait par une institution qu'on connaît bien, et qui a remplacé le peuple d'Israël par une religion. Voilà. Donc, il a dit Israël, c'est plus, ils sont plus le peuple, ils sont le peuple élu, mais bon, nous, on est la nouvelle religion. Et ça, c'est complètement faux, puisqu'il y a une continuité, justement, même si le peuple d'Israël, c'est le peuple élu et ils sont pas, convertis, mais ils ont quand même la connaissance de Dieu et ils ont les fondements des Écritures. Toute l'ancienne alliance, et nous avons besoin de l'ancienne alliance pour comprendre la nouvelle alliance. Voilà. Donc, dans cette première alliance et dans cette seconde alliance avec Jésus-Christ, eh bien, il faut bien comprendre que Jésus étant juif, donc si on ne retourne pas aux sources de l'Écriture, on va fabriquer une nouvelle religion. Comme il y a tant de religions chrétiennes, il y en a un paquet. Eh bien, le but, c'est justement de s'approcher de la source et de savoir ce que Dieu veut dire quand il parle, parce qu'il y a des rites qu'on ne comprend pas. Je vais vous en expliquer un, d'ailleurs. Eh bien, par exemple, Pierre rentre dans le tombeau, et on voit Pierre rentrer dans le tombeau, et il croit. Et moi, ça m'a toujours interpellé. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Pierre, en rentrant dans le tombeau, il avait cru que Jésus était ressuscité. Eh bien, en fait, il faut savoir que dans la tradition juive, quand donc déjà, ils mangeaient pas debout, parce qu'il y a beaucoup de peintures, on voit les gens manger debout, ça c'est tout à fait occidental. Ils mangeaient appuyés sur le bras gauche et ils servaient avec la main droite, et ils étaient allongés. Et donc, il était de tradition, quand on avait fini le repas, de plier sa serviette si on revenait, et de la laisser non pliée si on revenait pas. Et quand Pierre est rentré dans le tombeau, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu le linge plié. Et en voyant le linge plié, il a dit, il revient, mon maître revient. Et oui, il revient parce qu'il est ressuscité, il est apparu. Alors, il y a beaucoup qui disent que c'est faux, que Jésus n'est pas ressuscité, mais les évangiles le prouvent. Parce que les évangiles, en fait, si on a dit qu'on avait volé le corps, voilà, des supercheries. Déjà, il y avait des Romains qui gardaient, c'est marqué dans la Bible, qui gardaient le tombeau. Et puis, la pierre, il fallait au moins 3 ou 4 personnes pour la rouler, admettant qu'on la roule. Et après, pour voler le corps de Jésus, ce qui est bizarre, c'est que le linge, comme je vous l'ai dit, était plié au pied de Jésus. La Bible le dit. Et donc, comment un voleur qui prendrait le corps se prendrait le soin de plier le linge au pied de Jésus? Donc, Jésus est bien ressuscité, puisque la Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes après. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu après sa résurrection, dont les 2 témoins d'Emmaüs. Eh bien, voilà, c'est pour ça que je vous invite à lire la parole de Dieu, qui est une source de vie pour nourrir votre âme
Et cette parole, elle a été écrite par des Juifs, parce que même dans le Nouveau Testament, ce sont des Juifs qui l'ont écrit. Voilà, les apôtres étaient Juifs. Paul était complètement juif, il avait été enseigné par Gamaliel, c'est marqué dans la Bible, et donc il faut bien comprendre qu'ils ont enseigné de façon juive les Écritures, parce que le peuple de juif est maintenu voilé jusqu'à que les nations, enfin nous soyons ce qu'on appelle les goïms, les gens extérieurs à Israël, nous puissions reconnaître Jésus, et une fois que Jésus-Christ, puisqu'il le sait, aura pris toutes les âmes qu'il voulait prendre, tous ceux qui voudront croire en lui, et bien à ce moment-là, le peuple d'Israël sera dévoilé, mais ça sera à travers une guerre mondiale qui s'abattra sur Israël. Et c'est à ce moment-là, la Bible dit que le Messie reviendra sur le mont des Oliviers, là où il était crucifié, et c'est là que les yeux du peuple d'Israël s'ouvriront et reconnaîtront leur Messie qu'ils attendent aussi, puisqu'on attend la même chose, on attend le Messie aussi. Nous, on le connaît, puisqu'il s'appelle Jésus-Christ, ou Yeshua. Ça vous dérange, tant pis, moi ça me dérange pas. Parce que vraiment, si vous étudiez les Écritures, le nom de Jésus, ça a été rajouté après, mais le nom de Yeshua, c'est le vrai nom juif de Jésus. Et oui, donc c'est en étudiant les choses qu'on arrive à comprendre et à s'approcher de la parole de Dieu, qui est une source de vie pour vous et pour toute personne qui veut croire en lui. Voilà. Après, si vous appartenez à une religion, forcément, dès qu'on vous donne quelque chose d'un peu différent, eh bien, ça vous dérange. C'est ça, c'est comme les religieux du temps de Jésus, ils étaient dérangés par Jésus-Christ, parce que Jésus, il amenait pas une nouvelle tradition, mais il amenait une tradition qui était nouvelle. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne regardait pas aux choses qui frappent les yeux, mais il regardait à l'intérieur. Et il leur a dit qu'ils étaient comme des sépulcres blanchis. Il avait mis une loi, donc la loi mosaïque, c'était pas exactement la loi, c'est exactement, ça veut dire en hébreu, le guide d'instruction pour... par exemple, quand vous achetez électroménager, il y a un guide d'instruction, ben nous c'est ça, c'est le guide d'instruction pour nos vies que Dieu a fait préalablement dans la parole de Dieu. Il a écrit au travers de Moïse et d'autres prophètes. Voilà, donc celui qui lit pas la Bible peut pas avoir la vie, parce que Jésus est la parole. Donc si Jésus est la parole, eh bien il faut que vous puissiez vous approcher de la parole de Dieu, de la Bible. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui croyaient à Dieu, mais qui lisaient pas la Bible. Donc j'ai dit c'est quand même bizarre de croire en Dieu et de ne pas vouloir lire la lettre qu'il nous a laissée au travers de la parole de Dieu, qui va vous enseigner et qui va vous donner de remplir votre âme. Parce que si, vous ne pouvez pas être renouvelé. Votre âme, elle a besoin, votre esprit a besoin d'être renouvelé par la parole de Dieu. S'il n'est pas renouvelé, eh bien, vous allez vous dessécher comme l'herbe. Donc, c'est pas possible de croire en Dieu sans lire sa parole. Parce qu'il a dit que Jésus, qu'il était la parole incarnée, le Verbe incarné. Voilà. Je voulais vous laisser ce petit message pour cette semaine. Voilà. Il y avait une autre chose aussi. Voilà, si on ne connaît pas la tradition juive, forcément, on va pas avoir toute cette splendeur. Je dis pas que vous pouvez pas être sauvé parce que vous connaissez pas tout ça, mais c'est important, c'est bien, parce que je vous donne un exemple. Quand Pierre a renié Jésus et lui avait dit Jésus que le coq changerait 3 fois et à ce moment-là, il le renierait. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a trouvé dans le mur d'Israël une pierre qui était creuse. Et donc, dans cette pierre creuse, en fait, elle servait à quoi? Elle servait à quelque chose de très particulier. Il y avait un des serviteurs du temple, un lévite, qui venait donner de la corne. Donc, et il donnait de la corde 3 fois. Pourquoi? Parce qu'un coq était impossible qu'à Jérusalem, un coq puisse, ou une poule, puisse être dans Jérusalem. Et pourquoi? Parce que c'était des animaux qui marchaient dans les excréments et c'est considéré comme impur. Donc, on les a mis hors dehors de la ville. Donc, c'est pas possible qu'un coq chante. Donc, cette personne qui était un lévite pour sonner et pour attirer les gens à venir au temple, donc sonnait avec de la corne 3 fois, et il s'appelait le coq. Et il se mettait dans le creux d'une pierre, une pierre qui était creuse, où il rentrait dedans, et il sonnait. Et donc, c'est certainement ça que Pierre a entendu.
voyez comme quoi les choses peuvent être facilement déformées et quand on va un peu plus loin dans les écrits, eh bien, on va avoir toute la substance. Je pense que c'est enrichissant et c'est bien. Voilà. Plutôt que d'écouter une religion avec des phrases qui a été traduites en français, souvent des fois mal traduites et mal déformées, on le comprend mal. Voilà, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple aussi, quand le peuple avait péché et qu'il devait se retrouver devant dans le désert, il est marqué dans la Bible, quand on lit en français, c'est marqué que Dieu envoya des serpents pour les piquer. Alors ça faisait un peu bizarre quand même. Et en fait, quand on reprend en hébreu, c'est pas du tout ça, qu'il y a le bon temps du verbe, en fait, c'est que Dieu enleva sa protection, tout simplement, et donc forcément les serpents arrivèrent jusqu'aux Hébreux et il y a beaucoup qui moururent. Voilà, c'est un peu différent quand on lit la parole et qu'on comprend avec le texte en hébreu, avec les bons temps des verbes. Voilà, c'est ce qui fait toute la différence pour moi et qui donne au texte tout ça, comment dire, sa beauté. Voilà. Vous pouvez observer une fleur de loin, mais quand vous l'observez de près, vous regardez tous les pétales, c'est là que c'est un peu ça, quoi. On prend tous les parfums, tout ce que Dieu a voulu nous dire. Je vous remercie, comme disait notre chère Fiona, d'avoir regardé la vidéo et je vous fais ciao, ciao.